Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas parler en français. J'ai demandé un choix entre l'anglais ou l'italien avec la traduction en français et on a préféré cette deuxième option. Merci bien. À peine quelques mots. C'est un plaisir d'être ici. Et en général, je parle très rapidement, mais en s'attendant les demandes des traducteurs, j'essayais de réduire l'intensité des mots. Je disais que c'était un plaisir d'être ici, et donc un ami qui est mon directeur, le directeur qui est un ami aussi, Flavio Boraz, donc ça justifie de cette fête de ma présence en considération avec un double vêtement, celui de doyen de l'école de médecine, avec ces scénarios de recherche technique, de médecine, et d'un autre côté, où je suis directeur d'un service d'oncologie, donc un médecin qui s'occupe d'oncologie et de radiothérapie. L'oncologie, malheureusement, est quelque chose qui alimente du point de vue épidémiologique de façon très importante les nombres de nos patients dans les structures hospitalières, malgré que c'est un bon modèle sur lequel partager certains aspects concernant justement le chapitre recherche et innovation. Surtout, j'ai pensé que c'était utile de profiter de ce vêtement professionnel de radiothérapie parce que le monde de la radiothérapie est un monde qui voit l'évolution technologique comme un chapitre très important, de façon très plaisante de certains points de vue, mais de façon moins plaisante du moment où ce renouvellement technologique doit passer à travers des investissements économiques importants. Donc, en mettant ensemble ces choses et en profitant de la dernière déclaration, je ne veux pas être trop présomptueux. Je suis à la veille d'un concert de cette rencontre internationale de radiothérapie qui voit qu'on est très proche de cette société européenne. On aura 5 jours à Milan pour le 38e congrès de cette société internationale de radiothérapie. J'utilise des aspects qui sont fonctionnels pour les patients qui arrivent de la Société européenne de radiothérapie. La radiothérapie est une discipline qui a beaucoup changé dans ces dernières années, dans ces dernières décennies. Elle a subi des changements technologiques énormes, au-delà des phototagiques qui était né quelques années après la découverte des rayons X. Ce scénario, c'est vraiment très beaucoup en Chine. Je veux pas bien sûr m'attarder sur ces appareils radiothérapie avec des investissements économiques qui contribuent à avoir amélioré donc ces scénarios thérapeutiques. On voit souvent pour défendre diffuser donc cette culture radiothérapie, c'est très hétérogène. Si on considère la communauté européenne dans un sens plus large, où on a encore besoin de messages, les stakeholders donc de différents types, pour emphasiser l'importance de cette discipline pour le terme en soi de nécessité de garantir un accès homogène aux soins. Quand on voit que c'est une discipline médicale, donc il faut un partage multidisciplinaire comme il faudrait qu'il y en ait pour tout problème oncologique, pour tous les patients sur le territoire. Ça, c'est une analyse comme Société européenne de radiothérapie. On a produit il y a quelques années. C'est une analyse qui donne une information épidémiologique très importante parce que si on fait référence au nombre de patients qui sont atteints de cette maladie neuroplastique, qui doivent recevoir un traitement radiothérapique pour des motifs palliatifs ou de soins, en faisant référence aux soins, aux données qui sont données sur les lignes partent des lignes directrices, sont des niveaux d'évidence. 50% des patients
qui sont atteints par ces maladies, par ces cancers, doivent recevoir un traitement radiothérapique dans un moment à un moment quelconque de l'histoire de la maladie. Donc c'est très important. On estime qu'en 2025 en Europe, dans 6 ans, donc, il y aura 4,5 millions de nouveaux diagnostics de cancer chaque année, en partie liés surtout au vieillissement de la population, bien sûr. Ces nombres, ça fait que 50% de ce nombre absolu amène à la nécessité de s'organiser à temps pour aux problèmes de technologie, d'investissement, d'éducation, de structure. On sait pour le moment qu'en Europe, le scénario n'est pas optimal en termes d'accès à la radiothérapie et aux soins, parce qu'on estime globalement qu'il y a un quart des patients qui devraient recevoir cette radiothérapie sur la base de recommandations par des niveaux ne le reçoivent pas pour différentes raisons. Il y a différentes responsabilités qui ne sont pas seulement logiques et structurelles, mais qui voient comme le talon d'Achille auquel il faudra mettre terme. Comme discours plus introductif, la radiothérapie qui voit pour chaque patient un bilan de ce type-là, comme scénario où les effets positifs de la radiothérapie doivent prévaloir sur tous les effets. Bien sûr, les avantages doivent surmonter, de passer outre les inconvénients ou les potentiels effets collatéraux, même à distance d'un certain temps, peuvent constituer un aspect négatif de ces thérapies dont je parle. Voilà, voilà si vous voyez cette courbe de complications des tissus sains, voilà. Vous voyez ça constitue un aspect important à travers lequel il faut évaluer l'efficacité de ces différentes thérapies. Ça a certaines valeurs de dose, il y a une probabilité en plus de complications. Donc, si on met sur ces courbes, quand on parle d'une technologie plus classique, on voit 55% de risque de toxicité à différents termes. Pour les traitements conventionnels. Avec les nouvelles technologies, par exemple, ce risque peut être réduit de façon importante. Vous voyez ce que signifient les nouvelles technologies. Ça, c'est un exemple. Les tumeurs de la partie du crâne ou bien de la tête et du cou sont des tumeurs qui ont vu une évolution technologique dans la radiothérapie, des énormes progrès en termes d'avantages, de bénéfices. La possibilité j'arrive pas à faire fonctionner, d'économiser de faire avec les glandes parathyroïdes. Avec cette moderne radiothérapie, on peut soigner les patients sans leur provoquer une perte définitive de l'hypochalie, qui est quelque chose qu'on peut considérer comme oublié. Voilà, avec les résultats de cette moderne radiothérapie, on a aussi aujourd'hui la possibilité de faire un tracking des lésions tumorales qui bougent pendant la radiothérapie avec différentes solutions technologiques. Ça nous permet d'avoir un niveau de précision très important. Ça nous met dans les conditions de certains problèmes cliniques de remplacer la chirurgie. On parle de petites tumeurs, par exemple du poumon, de patients qui ne peuvent pas être opérés ou même de patients qui peuvent être opérés, qui peuvent profiter de ce type de radiothérapie. Et comme dernière évolution technologique, le monde des machines hybrides, des accélérateurs linéaires, qui ont par exemple comme l'IRM, qu'au début je pense que vous avez pensé que j'aurais parlé des protons. Oui, parce que les thérapies, ce scénario, c'est au niveau le plus élevé dans toute l'Europe. C'est la cible, au-delà du fait que en France, il y avait un centre justement de protothérapie
Et il y en a Nice, il y en avait encore plus récent qui a été fait à Nice. Et il y en a d'autres projets aussi, mais au niveau européen. C'est pour ça que j'ai utilisé ce vêtement de président de cette société européenne de radiothérapie, parce que c'est quelque chose qui voit une évolution de la technologie, les modalités de la gestion de la recherche scientifique et les difficultés économiques qui sont bien alignées. Voilà, les protons, je ne veux pas vous ennuyer, c'est quelque chose qui voit une amélioration. Voilà. Une amélioration de la possibilité de distribuer les doses grâce à ce phénomène qu'on appelle le pic de Bragg. On peut optimiser l'endroit, la place où on veut distribuer l'énergie en réduisant par rapport aux rayons expus conventionnels l'exposition des tissus sains. Donc ces protons seront souvent définis comme des projectiles magiques qui peuvent contribuer et d'améliorer la distribution des doses dans les traitements de radiothérapie. Voilà un exemple classique, une irradiation au niveau de l'épine dorsale et du crâne, qui est quelque chose de particulier. Un tumeur cérébrale qui doit recevoir cette irradiation toute sur l'épine dorsale. Avec ces rayons X, il a toute une exposition partout. Par exemple, avec les protons, la situation est complètement différente. Je replace à cette capacité justement de miser donc du point de vue des doses, comme distribution de doses. Je dirais qu'il n'y a aucun doute que c'est ça qu'on devrait utiliser. Tout au moins, dans certains scénarios, on devrait choisir ça. Pour mettre ces considérations, aujourd'hui, dans le monde, il y a une très forte demande de centres de protothérapie pour des raisons qui concernent les pathologies qui sont plus reconduisibles à cette utilisation. Par exemple, les mélanomes, les tumeurs pédiatriques et d'autres aussi. Le scénario pour lequel cette technologie pourrait devenir plus intéressante, que les coûts sont en train de diminuer et surtout, ils sont disponibles des solutions plus hospitalières. Dans le passé, c'était des machines très volumineuses qui étaient dans des instituts de recherche physique. Ça, c'est des machines qui ont des dimensions relativement semblables à celles des accélérateurs linéaires communs. Donc l'intérêt clinique existe. Quelles sont les situations qui pourraient constituer le scénario classique ou appliquer ce type de traitement? Je disais avant la nécessité de réduire les complications très sévères de la radiothérapie, par exemple, peuvent être importantes chez les enfants qui sont malades de cancer, de tumeurs, surtout les tumeurs cérébrales, ou dans certaines situations, la possibilité au même niveau de toxicité pour l'utiliser pour améliorer les probabilités de soins. Mais même avec toutes ces prémices, les informations qu'on a de la littérature scientifique en termes de supériorité réelle de cette technologie par rapport aux rayons X sont assez modestes. Sur la base, en mettant ensemble toutes les informations potentielles cliniques, on voit l'évidence pour l'efficacité se base tendanciellement sur des études rétrospectives et jamais sur le moment ce que nous considérons comme des niveaux d'évidence de degré 1 entre les protons et les photons. Pourquoi? Parce qu'on a sûrement finalement des études ongoing dans différentes situations cliniques, pour différentes tumeurs, qui pourraient nous donner des réponses de façon plus appropriée, de façon des preuves réelles scientifiques, donc des études randomisées sur différentes tumeurs. Ces études ont beaucoup de difficultés en ce moment pour trouver les patients qui doivent Ces informations scientifiques sont très modestes, justement. Pourquoi avons-nous peu d'études randomisées, peu de patients? Une raison est ça. Il peut y avoir
un bias de randomisation. Quand la demande qu'on se pose, la question, c'est éthique de penser, de soumettre à un pensée, voilà, par exemple, en le choisissant par un tirage au sort, pour voir s'il y a un avantage tout simple, parce qu'il y a un concept éthique. Cette question pourrait ne pas devenir éthique. Le deuxième chapitre est aussi celui qui est à l'intérieur en général de la méthodologie avec laquelle on construit des études de prospection. Ces études sont construites pour démontrer un bénéfice indépendamment de la survie, du contrôle local. Beaucoup moins fort la partie de la méthodologie qui soutient la construction de ces études pour démontrer où il y ait moins de toxicité de la partie des traitements. Ça, c'est une autre des raisons pour ces études randomisées souffrent de ces limitations importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire donc de moments où c'est difficile de faire des études randomisées pour essayer d'imaginer, et ça, le lien que j'ai imaginé pourrait m'être utile pour chercher ce innovation, titre qu'on m'a donné, innovation, recherche, technologie, quel défi, quel modèle. Voilà, avec toutes ces limitations que je viens de souligner au chapitre des protons, un modèle qu'on est en train d'utiliser en Europe pour essayer de calmer cette course aux protons aussi. C'est un modèle de ce genre, la possibilité d'imaginer des modèles qui essayent d'évaluer la probabilité réelle de complications des tissus sains pour le lier aux bénéfices qu'il peut y avoir avec les protons. C'est ce qu'on appelle une sélection basée sur un modèle NTCP des patients. Là où, dans la confrontation protons, rayons X, oui, on parle du potentiel, les modernes technologies des rayons X, bien sûr, qui ont le plus... Il y a énormément de situations qui sont dans cette catégorie de risque. Protons ou rayons X. Quand on a une certitude raisonnable que les protons donnent des bénéfices importants, le problème, c'est que la majeure partie des situations cliniques sont au milieu. Donc ça, c'est la catégorie des patients qui sont ceux prédominants où il faudrait continuer à penser que ces études devraient être faites, randomisées, devraient contribuer à donner des réponses cliniques. Surtout, l'autre problème, c'est que ce modèle dont je vous parlais, sur lequel on a construit le chapitre de la NTCP modèle, est des modèles qui se basent de doses qui ne sont pas toujours validées du point de vue clinique. On peut faire une estimation d'amélioration sans que les données cliniques soient connues pour certaines. Entre les peu de modèles validés du point de vue clinique, on a ceux qui concernent les tumeurs de la tête et du cou. Mais il en manque beaucoup d'autres. En ce moment, donc, ce sont encore des considérations assez plutôt théoriques qui ont besoin de données cliniques, d'études, justement pour accumuler des informations cliniques suffisamment importantes, robustes. Avec toutes ces limitations et dans l'attente qui arrive de nouvelles générations d'études cliniques et qu'on arrive à faire des collectes dans tous les centres européens qui traitent des données cliniques dans tous les centres européens. Qu'est-ce qu'a fait l'Italie? Je vous rappelle qu'en Italie, il existe 2 centres qui travaillent avec les protons, une à 130 km de Pavie, un à 30 qui est à 300 km de Turin et un à Pavia. Ce sont des centres qu'on peut considérer comme privés et qui ont la nécessité de faire des accords avec le service de santé national pour le remboursement des prestations de radiothérapie. C'est un problème assez clinique à la lumière de l'Organisation nationale de la santé italienne qui est basée au niveau régional.
et qui a vu avec beaucoup de difficultés en mars 2017 sortir ces conditions, les niveaux essentiels d'assistance, de soins, donc les conditions d'érogabilité de ces protons. Quand un patient rentre dans une de ces catégories, il peut avoir un remboursement de cette prestation du proton, même s'il manque toujours une valorisation définitive et homogène sur ces prestations. On se base sur des accords qui sont le fruit de la région Lombardie. Et on est en train de la travailler là. Ces indications, c'est scolaire sur lequel il y a un minimum de preuves scientifiques qui a consenti à un groupe de techniciens qui ont servi de conseillers à la table du ministère de produire ces conditions d'érogabilité. Voilà, de fourniture. Mais comme il y a une course vers la nouvelle technologie, si on les confronte avec ce pays, avec ce qu'on a, il y a une course désespérée à ces nouveaux centres de protonthérapie et il y a différentes installations plus ou moins officiellement validées et d'autres qui vont être faites. Mais dans la limite de la criticité, pour certains aspects délicats, ça peut être considéré, c'est difficile ça serait considéré un délit ou une autorité par exemple, de considérer de traiter les tumeurs de la prostate avec ces protons, avec ces technologies à un coût élevé. Les conclusions donc sur cette évolution technologique de radiothérapie, c'est certainement une radiothérapie à changer de façon très importante. On a la possibilité de soigner des importants de façon sûre, sans produire de toxicité à très long terme. C'est le progrès technologique auquel on doit. Il y a d'autres étapes pour les protons, les fonctions d'IRM de ces machines hybrides. Ça devrait être mis dans la réalité clinique à travers une validation scientifique, à travers la production de données cliniques, la collecte de données cliniques, avec des collaborations. Et ça, c'est aussi à mon titre la recherche clinique. Donc, dans un scénario de ce genre, étant donné qu'il n'y a pas très nombreux de patients qui ont été traités en Europe de technologie, de mettre ensemble toutes ces données cliniques des patients. Voilà la raison pour laquelle, dans ce scénario, on a une étude ESTRO et ORTC, l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, avec une étude sur les parcelles, sur les particules. Alors, comme département de la recherche, je suis obligée de faire un passage dans l'oncologie médicale, des traitements chimiothérapiques, des traitements oncologiques, les différences entre le monde de la radiothérapie qu'on a vu ou de la technologie et le monde de l'oncologie médicale. J'ai utilisé la radiothérapie parce que c'est une déformation professionnelle dans la technologie. Mais ça, on peut le mettre justement dans le monde de la radiologie. Quand mes amis radiologues vont demander au directeur général, je veux acheter un scanner de 128 au lieu de 75. Voilà, il y a marqué ailleurs que cet exemple donne plus de possibilités de bénéfices que l'autre. Donc, pour les choix opérationnels, ça devient très difficile. Pourquoi j'utilise ce paradoxe du coma 22? La technologie et la nécessité de produire des informations techniques, médicales, peut rentrer dans ce paradoxe de 1961. D'un côté, la nouvelle technologie est approuvée et introduite dans le marché sans la nécessité de preuves classiques, parce que ça veut dire que la preuve technique doit être générée par la communauté professionnelle et pour pouvoir être générée, demande l'accès à la technologie.
Donc, ça pourrait amener... Bon, alors, donnez-nous la technologie, comme ça, on vous donne les preuves. Au moins, on sait qu'on a produit des technologies de façon utile. Par contre, la preuve clinique pourrait être lue comme nécessaire pour pouvoir obtenir l'accès aux fonds pour financer cette technologie. Parce que, bien sûr, la technologie qui est dans ce deuxième paradoxe pourrait se trouver qui n'être plus assez à jour au moment où on produit ces informations. Ça, c'est la raison pour que ce paradoxe du 22, de l'alinéa 22, pourrait être lié avec ce type de scénario. Donc, ce que je disais, le monde de l'oncologie médicale, du monde de la radiothérapie, je crois qu'en France aussi, le coût des médicaments, des thérapies oncologiques, c'est un problème dramatique en France aussi. On a heureusement et par chance de ces médicaments qui ont changé l'histoire de ces maladies, qui ont allongé les temps d'espérance de vie et qui nous permettent de chroniciser ces maladies de façon importante. Le côté négatif, c'est le revers de cette médaille, c'est que ces coûts d'oncologie ont énormément augmenté. Je pense de dire rien de secret parce que c'est des données publiques qui appartiennent au bilan d'une entreprise. Le département d'oncologie dépense tous les ans 60 millions d'euros de médicaments oncologiques qui correspondent à 50% de tout le montant des médicaments du centre de la santé de Turin. Donc, ces médicaments, c'est vraiment une cible. Alors, comment ces médicaments rentrent dans la pratique clinique de façon très différente de la technologie? Parce qu'ils rentrent dans un scénario dans lequel les études de phase 1, de phase 2 ou les études de phase 3 qui amènent à l'enregistrement des différents médicaments. La situation peut être très variée parce qu'il y a des médicaments qui sont enregistrés, qui produisent un bénéfice d'espérance de vie d'1 mois. Il y en a d'autres médicaments qui sont avec un bénéfice d'espérance de vie très différent. Mais quand le médicament est enregistré sur le marché, donc ce qui permettent les lois, ne pas les donner aux patients, ça c'est pas possible. Donc le monde de la radiothérapie est très différent. On a vu ce paradoxe, mais il n'y a pas des études de registre. Nous, on ne peut pas se permettre de comprendre, d'acheter ces unités, de faire des confrontations et puis après décider si ça peut être enregistré. C'est un scénario tout à fait différent. L'introduction de la technologie dans la partie clinique est de nous permettre de collecter toutes les informations qui nous permettent de déterminer la confrontation entre le monde, entre les médicaments et la technologie. J'espère que j'ai un peu expliqué et porté à votre attention. Et le monde de l'oncologie, donc le chapitre qui est valable pour n'importe quel scénario médical, le value-based, donc c'est un chapitre fondamental, obtenir le meilleur bénéfice pour chaque patient avec le moins de dépenses possible. C'est très facile à dire, mais c'est assez difficile à réaliser. Ça veut dire que c'est intéressant de le dire. Ces considérations qui devraient être donc dans ces rapports médicaux doivent passer sur les évaluations de l'état de santé qu'on obtient directement des patients, donc ces retours des patients. Oui, donc tout ce qu'on ressort depuis ces rapports qui doivent contribuer à améliorer ces scénarios de la recherche et de l'évolution technologique. Oui, on m'a dit que je vais parler un peu plus du prévu parce que je ne savais pas que la personne devait parler. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Merci de l'attention.